Mon nom est Arnaud Wals. Je veux vous parler effectivement d'interaction tangible sur écran. Alors l'interaction tangible, c'est assez grossier. Le terme tangible, je pense que ça ne parle pas tellement en français. Ça vient du terme anglais qui a été défini par des informaticiens du design ou des designers de l'interaction numérique, notamment Ishii du MIT, donc Tangible User Interaction, et on l'a francisé en interface tangible. Mais en gros, il faut l'entendre par interface palpable à base d'objets, des interfaces qui ont un ancrage dans le monde réel, mais qui sont des interfaces digitales ou des interfaces physiques qui ont un ancrage dans le monde numérique. Enfin, la frontière devient floue, mais ma présentation va pas forcément aborder les objets connectés au sens large. On va garder une bordure, enfin on va border la présentation aux interfaces qui ont un retour écran, et notamment tout ce qui est manipulation sur table, d'objets sur table. Donc je ne vais pas forcément m'étaler sur la réalité augmentée, sur le dispositif sixième sens que vous pouvez connaître, par exemple, où on utilise le picoprojecteur du téléphone mobile pour en faire un clavier sur son t-shirt, enfin des choses comme ça. Je vais effectivement commencer par me présenter, dis donc. Donc Devocité, on est une agence de développement multimédia, on fait surtout de la scénographie interactive. Depuis 5-6 ans, on a plusieurs de nos réalisations qui ont été retenues pour Digital Heritage en conférence internationale, notamment la maquette interactive de la ville de Nantes en 1900, donc c'est un plan relief interactif. Le vase qui parle, qui est une version géante d'un vase antique grec de moins 500 avant Jésus-Christ, qui a été reproduite en 8 mètres de diamètre, non 8 mètres de rayon, donc super grand, de façon à ce qu'on ait les personnages à taille humaine qui sont à l'origine peints sur un vase qui fait 20 cm de diamètre. Enfin bref, on fait pas mal de réalisations. Donc je ne vais pas vous parler de la totalité aujourd'hui. Je vais commencer par une rétrospective des usages et réalisations, et notamment de la recherche dans ce domaine depuis les années 80-90, pour ensuite vous partager mon retour d'expérience sur le design d'interaction, qui peut être chaotique quand on innove les premières fois avec ce type de dispositifs pour expliquer des sujets qui sont parfois complexes, notamment de sciences. On peut se casser les dents c'est pas forcément plus facile que sur des écrans tactiles, pour plusieurs raisons. Donc je vais vous parler de tout ça. Et enfin, quelques techniques, histoire que vous puissiez faire la même chose par vous-même. Je vais passer très rapidement sur quelques réalisations. Ça, c'est une réalisation qui date de 1988, où on a des Lego sur un tableau avec un écran qui est en fait un écran LCD qu'on voit ici en haut à droite. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, voilà, on le voit ici. Bon, c'est anecdotique, mais ça a le mérite d'être une des premières réalisations qui permet de manipuler des blocs dans un espace et d'avoir un retour vidéo. Donc c'est pour ça que je vous la passe. Rapidement, on est en 93, en 94, en 95. C'est de ce dispositif-là qu'on récupère le terme interface tangible, puisque c'est Hiroshi Ishii du MIT avec ses collègues qui ont conçu ce concept de Graspable User Interfaces, qui ensuite a été étendu au tangible. On enchaîne rapidement. Pas mal de travaux de recherche sur la détection d'objets sur des surfaces, notamment avec de l'analyse vidéo, pour arriver à une réalisation qui est celle-là, qui est assez emblématique. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. En 2003, donc c'est il y a quand même 13 ans, mais c'est il n'y a pas si longtemps, on arrive avec un dispositif qui a mis tout le monde d'accord, qui s'appelle la Reactable. Je ne sais pas si vous connaissez, certains d'entre vous peut-être. Donc c'est un instrument de musique qui a été utilisé par Björk sur scène notamment. Et en
fait, c'est un instrument de musique électronique qui utilise des objets physiques, qui ont une extension digitale sur écran. Donc c'est un objet solidaire à la fois avec une dimension physique et une dimension numérique qui est complètement solidaire du corps physique. Donc on tourne l'objet et chaque objet a une fonction. Alors là on est face typiquement à une interface très complexe. On a une source sonore globalement qui diffuse un son et le son on le passe dans des filtres, on enchaîne avec un séquenceur qu'on connecte aussi à un filtre, un effet, etc. Donc toutes les logiques. Ici on a une source électronique d'une onde simple. On lui associe une pulsation. Qu'on peut moduler. Donc voilà, je pense que vous avez compris le principe. C'est une interface qui a été réalisée par l'Université de Barcelone et qui a servi sur scène. Donc c'est une des premières utilisations concrètes d'une interface tangible pour le coup, pour une utilisation en tant qu'instrument de musique. Et ça permet pour un musicien de gagner beaucoup de temps, d'avoir une présence scénique plutôt que d'être derrière son ordinateur à faire la même chose avec des filtres ou un circuit électronique que personne ne comprend. Je me permets d'enchaîner. Ici, on a une interface qui date de 2008, qui a un usage plutôt multimédia, qui reprend à peu près les mêmes concepts d'objets physiques augmentés, donc typiquement une collection de photos manipulables avec un objet. Donc c'est relativement simple, c'est pas forcément une découverte, une réalisation majeure, mais ça vous permet de comprendre un des premiers usages qui a émergé. Ce qui nous amène à une rétrospective par type d'usage. Donc on a ici, à partir de 2003, donc la réactable, on l'a vu. On a plusieurs déclinaisons d'instruments de musique qui ont émergé comme ça dans l'univers des interfaces tangibles. Boîte Animaux, je me suis permis de la présenter parce que c'est une réalisation que j'ai faite. Donc hop. Je peux vous faire voir. Non, je ne vais pas vous faire voir, mais le principe est relativement simple, c'est transformer des animaux en plastique en une interface qui permet de comprendre une partition. Donc on utilise, c'est pour les enfants, donc ça permet de comprendre visuellement comment fonctionne une partition avec des notes et des rythmes. Une première approche très expérimentale, mais qui permet via un tempo qui balaye l'écran comme ça de placer des sons qui sont en fait des sons d'animaux. Ici, on a une interface qui ressemble étrangement à la réactable. Ça, c'est Ezekiel, le groupe de musique Ezekiel, qui a réalisé toute une série d'instruments poétiques comme ça. Et donc, ce sont des instruments de musique physiques qui ont une dimension digitale. Et ça, ici, il s'agit d'un jukebox dont on manipule les objets pour faire une sélection de morceaux. Dans le domaine du jeu, on a des Français qui s'appellent Édition Volumique et qui ont réalisé des interfaces, notamment pour Aspro, qui est donc un des leaders des jeux de plateau en papier et en carton, qui les ont contactés parce qu'en fait, ils détiennent un brevet de captation d'objets sur tablette. Donc sur tablette, pour le coup, capacitive. Et ils ont réalisé pas mal de jeux sur tablette, donc qui sont distribués dans le commerce,
eux vendent les cartes, mais on télécharge en parallèle l'application et on peut interagir comme ça directement avec le versant numérique de l'appli via des petites figurines qui intègrent une technologie dont je vous parlerai plus tard. Je vous conseille fortement de suivre les éditions volumiques. Étienne Mineur est quelqu'un de vraiment intéressant dans le domaine du livre. Alors il n'y a pas que ce type d'interface. Ils font aussi, si vous vous intéressez au pop-up, comme j'ai pu l'entendre, ils ont fait pas mal de pop-up ou de livres aussi, ou de livres physiques avec des capteurs qui permettent de détecter la page courante, etc., etc. Ils ont fait aussi des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre du digital, mais des objets qu'on déplie. Donc c'est intéressant. Dans le domaine de la médiation, on a beaucoup de réalisations. Voilà, je ne m'étalerai pas sur le sujet, mais les musées sont propices à l'innovation parce qu'il y a une concurrence aussi dans ces domaines entre musées. Il y a une curiosité. Ici, on est face à un dispositif qui permet de consulter les réseaux sociaux des artistes du Bauhaus, donc dans une Impulse Bauhaus à Weimar en 2009. Voilà. Donc on pose un objet qui représente une figurine d'une personne et on a tout un dispositif de réseau social. Donc chaque petit point jaune correspond en fait à une personne et on voit la connexion qu'il a avec les autres artistes qu'on aura pu poser aussi sur la table, les amis en commun, etc., etc. Donc c'est une interface temps réel qui réagit au mouvement. Chacun des personnages peut être disposé n'importe où sur l'écran, sur la table en fait, et avec des calculs géométriques, on recompose le réseau social de l'époque. Donc ici, on a une autre installation qui est basée sur un principe de rayon lumineux. Donc on voit le prisme au centre. C'est un design qui est basé sur de la lumière, donc avec un vidéoprojecteur, qui était une contrainte technique à l'époque, puisqu'on n'avait pas encore d'écran vidéo. Si je reviens en arrière, voilà, Infractor, de l'université de Potsdam. On a aussi une réalisation emblématique de James Patton en 2010, qui est quelqu'un du MIT, à base d'objets. Comment créer une réaction chimique. Donc ici, on a le tableau périodique des éléments, et on les choisit, on les assemble, et on obtient on regarde ce qui se passe. En 2010, à peu près au même moment, sans connaître ce dispositif, nous on travaillait sur un dispositif similaire qui permet à base d'atomes de constituer un minéral. Donc on choisit ses ingrédients atomiques, par exemple du carbone, on prend un objet de carbone, on le pose sur la table, et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtiendra du carbone. Après, si on prend un objet d'oxygène qui symbolise l'atome d'oxygène, on le rapproche du carbone, on les combine et on obtient en face de nous sur l'écran vertical de l'oxyde de carbone, etc., etc. Donc ça, c'est un des premiers dispositifs qu'on a fait qui a l'avantage d'être multi-utilisateur en fait. Ça, c'est un des points aussi que je développerai un peu plus tard, mais on peut être... En fait, le dispositif s'adapte au nombre de personnes qui sont autour de la table. Donc, au-delà d'avoir un rendu immédiat, une réponse immédiate à nos interrogations, par exemple, voilà, je combine ça et ça, qu'est-ce qui se passe ? Derrière, ça fait appel à une base de données, ça fait appel à un algorithme qui va reconstituer la liste de tous les minéraux qui contiennent ces éléments. Mais le résultat est en réel, immédiat, et on peut le visualiser tout de suite. Ça, c'est une autre réalisation dans le domaine de la médiation qui utilise des objets, pour le coup, dans un dispositif très simple, qui est, je mets des objets dans des trous avec des emplacements fixes. Donc ici, typiquement, c'est un dispositif de médiation qui permet d'expliquer l'aménagement du territoire. Donc vous êtes l'aménageur du territoire. Qu'est-ce que je fais ? Je choisis de mettre un lotissement ici. J'ai une île vierge, une île qui est l'île d'Oléron, elle est vierge, je peux l'aménager comme je veux, je mets un parking à tel endroit, etc.
Et je constate l'accélération sur 10 ans. Je constate mon parking qui se fait immerger, je constate mon port qui se fait engloutir. Et ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Donc on est sur un système qui, qui en fait un peu l'analogie de la main de Dieu. Je prends un objet, je décide de... Voilà, donc cette, cette action physique de poser un objet sur une maquette qui justifie de son utilisation en tant qu'interface tangible, mais aussi des raisons de coût. Donc ça, je vous en parlerai après. Il s'avère que c'était beaucoup plus intéressant de faire du tangible que de faire du digital tactile sur un écran classique. Ça, c'est un collectif qui est intéressant. Je vous conseille de les suivre si vous pouvez. People, donc c'est des gens de Singapour qui font du multimédia interactif, une agence. Et notamment ici ce dispositif à base d'objets. Ça, c'est un dispositif que j'avais pu voir au musée de sciences, au Science Museum de Londres, où on explique le durable. Donc c'est d'actualité. On place des objets qui symbolisent en fait des aménagements d'ordre énergétique et on constate l'impact carbone, etc. On retrouve la réalisation des mêmes people. Ça, c'est une réalisation, je pense que vous connaissez parce qu'elle a fait pas mal de buzz. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui l'ont vu. Interactive Sandbox. C'est pour expliquer les lignes topographiques. Donc on manipule du sable avec une vidéoprojection par-dessus qui nous explique qu'est-ce qu'est un rendu topographique, quelles sont les lignes topo, comment ça marche. Plus the Xbox thing, yeah. Ça, c'est un logiciel qui a été rendu open source par l'institut de recherche qui a travaillé dessus, qui vient initialement d'une idée très prototypale Maybe de it's Czech, only doing snow because it bases it around the temperature et outside. qui est rendu en open source. Donc si vous voulez Environment. le réaliser chez vous, vous pouvez vous télécharger le logiciel. Et vous pouvez... All right, Theo, can you cut through? Or let me try. Donc ici, typiquement, on voit l'eau qui remplit les espaces creusés et on dessine les montagnes. Étrangement, c'est assez facile aussi de That's faire un pretty dispositif comme celui-là. Pas forcément coûteux. Donc le tangible n'est pas toujours coûteux. Donc là, ici, c'est une Kinect qui est disposée au-dessus. Et la Kinect permet d'avoir une analyse 3D temps réel. See if you can build an island by letting it. Je vous laisserai explorer le sujet si vous voulez en savoir plus. Augmented Reality Sandbox. Dans le domaine du retail, on a quelques réalisations. Alors c'est beaucoup plus tardif, mais avec la Surface 2, on a eu un peu de lobbying chez Groupama, chez SFR, pour mettre en place des dispositifs qui n'ont pas été pérennisés. On a une table Red Bull qui est pareil. J'ai pas connaissance, j'ai jamais vu moi-même, mais bon, c'est des réalisations que j'ai un peu glanées. L'expérience Nespresso dont on a pas mal parlé, qui est assez intéressante parce qu'elle est multi-utilisateur aussi et dans son design elle est assez simple et efficace, on pourra en reparler après. On a une réalisation, 3 réalisations en dessous qui rendent interactives des bouteilles. Une première qui est une bouteille de whisky, ensuite de Porto, et la dernière qui est une réalisation que j'ai développée moi-même pour les whiskies, pour Martell, donc qui est une marque de cognac de luxe en partenariat avec l'agence Shell et Tangible Display. Si on les parcourt, ici on a Groupama qui utilise des objets en fait pour faire une analyse rapide en boutique des risques que la famille encourt en fonction de sa situation, de son nombre d'enfants, si elle a un véhicule, etc. SFR qui présente ses produits.
Ici, Red Bull, visiblement, c'est une interface interactive simple, comme on peut trouver dans certains bars. Ici, Nespresso qui présente ses produits, donc on est sur un cartel, mais qui est l'extension digitale des objets, des capsules qu'on pose sur l'écran. Ici, on a l'air d'être dans une logique de cartel. Et en ce qui concerne Martel, la gestuelle est très simple. On choisit une bouteille dans la boutique, on vient la mettre sur la table et on a l'univers de la bouteille. Donc c'est plutôt une vocation onirique. C'est pas tellement une vocation d'expliquer un concept compliqué avec des objets. Donc on n'est pas dans la pédagogie, on est dans le marketing. Mais il y a un volet qui a été malheureusement abandonné, qui justifie d'ailleurs la technologie qui a été adoptée, qui a été d'expliquer le produit, sa conception, d'où viennent ces ingrédients, quels sont leurs senteurs. Donc on a une dimension olfactive aussi dans cette table qui permet pour chaque bouteille de retrouver les ingrédients qui la composent et d'extraire via un tube de cire la senteur et à l'origine de recomposer le whisky un peu comme les minéraux, sachant que ça n'a pas été conservé. Donc au final, ça aurait pu être réalisé de manière beaucoup plus simple, étant donné que la bouteille en question, on la pose dans ce cercle que vous voyez ici, et c'est le seul emplacement qui permet de capter la présence d'une bouteille, alors que la technologie qui a été choisie permet de disposer des objets tout partout où on veut. Bon, c'est assez l'histoire du projet. Je vous conseille, si vous avez l'occasion de mettre en place ce type d'interaction, de ne pas faire le choix technologique avant le choix du scénario. On est dans voilà, deux exemples. Le bar interactif, qui a été un fantasme pendant pas mal de temps, mais dont on n'a jamais vraiment vu beaucoup de réalisations. Ici, le iBar en 2006, c'est le premier à ma connaissance. Et ici, une interface de carte. Alors, on a aussi des interfaces qui présentent des menus, où on peut choisir son menu directement et jouer avec des animations qui entourent les verres et les assiettes. Ici, ça c'est une interface métier qui a été conçue par des Français. Donc c'est une agence de design qui s'appelle Intactile qui est de Montpellier et dont on a commandité une interface modernisée de l'outil de gestion des contrôleurs aériens. Donc pour les aéroports, la plupart des aéroports français, ils fonctionnent avec ces petites étiquettes qu'on voit ici. Et donc ils ont pris le parti de mettre en place une interface tangible qui conserve leur usage traditionnel de ces étiquettes, en fait, parce que ils écrivent dessus et ça fait partie du process. Donc plutôt que de revoir l'intégralité du process des contrôleurs aériens et de toute la chaîne amont-aval de gestion, ils ont choisi de moderniser en conservant ces étiquettes. Bon, qui depuis, j'ai pu remarquer, ont été enlevées. Et donc on est à un stade ici, aux alentours de 2011-2013, du projet de recherche, où on a cette interface tangible qui permet de gagner du temps. Donc on est dans un usage métier, process, du tangible, comme j'espère il y en aura plus dans les années prochaines. À ma connaissance, j'en ai pas beaucoup. Hollywood, bon, c'est anecdotique aussi, mais on retrouve beaucoup d'interfaces tangibles dans Hollywood, dans les films. Donc ici par exemple. We introduced tagged bills into the chief's money laundering operation by intercepting illegal payoffs. We traced money through several of his bank accounts around the world. Donc c'est le genre d'interface qu'on crée pour le film et qu'on jette à la poubelle. Mais ça mérite d'exister parce que ça donne des ondes. Ça inspire en fait c'est très inspirant. Il y a pas mal de gens qui viennent me voir régulièrement en me disant est-ce que tu sais faire comme Minority Report, donc en fait ça contribue du process de démocratisation des interfaces tangibles, donc ça a le mérite d'être cité. Voilà, maintenant qu'on a fait cette petite rétrospective,
Passons à la phase opérationnelle. Donc pourquoi le choix d'une interface tangible quand on a le choix d'une interface tactile, d'une interface multitouch, quand on cherche à valoriser un produit, des collections, quand on cherche à expliquer un sujet complexe en termes de pédagogie, etc. Pourquoi le choix d'une interface tangible? Bon, ça va de soi. L'objet physique est prédominant, il faut le valoriser. Donc ça veut dire que l'objet physique a tellement d'importance et qu'en plus on peut le manipuler, soit parce que c'est un avatar d'un objet précieux qui lui ressemble fortement et que du coup on a la frustration de ne pas pouvoir le toucher et qu'on le touche et qu'on apprécie l'expérience. Ou alors, comme ici, c'est un objet du magasin, donc on a envie de manipuler l'objet réel. J'ai mis ce deuxième exemple juste à côté, qui est en fait un contre-exemple d'une interface tangible qui met en place des étiquettes plutôt que d'utiliser des tubes de dentifrice comme c'est ici présenté, ou un flacon de gel douche. Donc c'est un peu le contre-exemple du propos qui est de valoriser l'objet qui justifie en fait l'interaction, ce choix d'interaction. La gestuelle fait sens. Alors effectivement, l'exemple que je vous présente, c'est un exemple d'un prototype auquel j'ai participé pendant Muséomix 2013 ou 2014, je ne sais plus. C'est très spécifique au contexte. On a une gestuelle qui est celle de gratter un mur qui est friable pour en faire des graffitis 3D dans la roche. Et ça se passe au château des Ducs de Bretagne à Nantes, et dans une salle qui a été pendant des années une prison. Et donc on se retrouve avec un mur de graffiti comme ça, qui est accessible, je ne suis pas sûr qu'il soit accessible au public, et surtout on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas toucher. Donc on a décidé d'en faire un scan 3D, d'imprimer les objets en 3D dans du plastique, d'en faire le moulage, de les mettre dans du sable pour forcer les visiteurs à recréer la gestuelle de gratter, pour se retrouver à découvrir ces graffitis 3D dans du sable, et via une petite technique très simple qui est de mettre un micro sous chacun, en l'occurrence un capteur piézoélectrique qui enregistre les bruits de matière sous chacun des objets, on se retrouve à éclairer le graffiti réel. Donc là, la gestuelle, pour le coup, fait sens, et l'interface se justifie juste par cette gestuelle, finalement. Parce que le reste est très pauvre, on a du son, on a un petit éclairage, donc techniquement, ça n'a rien coûté. Pourquoi le choix d'une interface tangible de par son ergonomie? Là aussi, comme je disais tout à l'heure, ça fait gagner du temps. La fonction détermine la forme, effectivement. C'est un concept de designer de base. C'est le moyen le plus rapide qu'on a trouvé pour obtenir un résultat. Là, en l'occurrence, ça nous aurait pris du temps de faire une requête de base de données, d'aller sélectionner à la souris chacun des atomes pour ensuite cliquer, requêter et obtenir un résultat. On manipule les objets, c'est instantané. Donc l'ergonomie peut justifier le choix du tangible. Sachant que vous avez peut-être entendu parler du terme interface naturelle. C'est typiquement l'opposé d'une approche traditionnelle où ce sont des ingénieurs qui conçoivent les interfaces, et ensuite on file un mode d'emploi et on envoie tout le monde en formation. Ici, on est dans une interface qui tend à être la plus explicite et la plus naturelle, c'est-à-dire de limiter la phase d'apprentissage au maximum. Mais on verra que ce n'est pas forcément simple quand on traite de sujets pédagogiquement complexes, comme ce qui peut être le cas de la minéralogie, par exemple. Pourquoi le choix d'une interface tangible, encore une fois? Donc l'engagement physique qui conditionne la mémoire du geste, ça c'est quelque chose que j'ai pu vraiment
vérifié via des études qu'on a pu faire aussi dans le cadre des évaluations. Le fait d'interagir physiquement, ça favorise la mémorisation. Donc l'enjeu, il est de choisir finement l'interaction pour ce qu'on a envie de faire passer comme message, si c'est approprié. Potentiellement, on peut envisager une interface tangible pour une interaction poussée pour des malvoyants, puisqu'on manipule. Donc ça parle de soi-même. Et c'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, on pensait que ça s'est vérifié, mais tout le monde n'avait pas forcément un téléphone mobile dans la poche. Les générations des personnes les plus âgées n'étaient pas forcément à l'aise avec les écrans tactiles. Et le fait de manipuler des objets, c'était une approche un peu plus transgénérationnelle, on va dire. Mais c'est pas forcément, c'est plus le cas aujourd'hui. Je dirais plus ça aujourd'hui, puisqu'on s'y est fait. Voilà, personnellement, ce qui me motive le plus, c'est la dimension onirique, la magie de ce type d'interface avec sa dimension réelle, l'effet waouh qu'on peut susciter, la réaction des gens qui est assez surprenante, et notamment chez les jeunes. Donc chez les enfants, on peut constater qu'ils adorent, qu'ils veulent rester là, qu'ils n'ont pas envie de voir le reste de l'expo. C'est assez curieux, effectivement. Cet ancrage du numérique dans le réel, c'est très efficace. Donc, quitte à simplifier l'interface, quitte à simplifier le propos, j'ai tendance à beaucoup aimer les interfaces tangibles pour ça, parce qu'on vit une expérience, ça raconte, on s'en souvient. Pour ce qui est de l'approche expérimentale, c'est quelque chose qu'on peut constater sur certaines interfaces un peu complexes, pour un sujet qui n'est pas forcément simple à expliquer. On va commencer par jouer avec les objets, on s'amuse avec le temps réel, et le fait qu'on passe un bon moment avec ses frères et ses sœurs dessus, finalement on s'intéresse à ce qu'on veut nous raconter. Donc ça marche assez bien aussi. Et ça, c'est une dimension qui est redoutable, c'est la dimension collective. Donc le fait d'avoir un grand format, d'avoir plein d'objets sur la table, d'avoir une interface qui s'adapte au nombre d'utilisateurs. Par exemple, je suis tout seul, je prends l'intégralité de l'espace. Quelqu'un d'autre vient se mettre à côté de moi, je mets mes objets sur le côté, je les manipule de mon côté. L'autre personne peut les manipuler aussi. Pour les groupes d'enfants, ça fonctionne très bien. La curiosité de ce que la personne fait à côté de moi me donne me donne des idées, me donne envie d'interagir avec elle directement en mettant un de mes objets dans son périmètre, voir ce que ça fait. On a beaucoup de dynamiques collectives qui s'installent. Alors après, elles prennent plusieurs formes, notamment quand on vient en famille. Il y a le modèle du père qui dit aux enfants laissez-moi faire, je vais vous expliquer. Je lis les consignes d'abord et je vous explique ensuite. On a le groupe où le père invite plutôt les enfants à dire c'est du numérique, c'est pour vous. Donc on expérimente et ensuite les parents viennent en soutien en tant que médiateurs pour appuyer certains aspects de la pédagogie qui auraient pu passer à la trappe. Donc là, on a vraiment plein de dynamiques de collaboration qui s'installent sur ce type d'interface. De même que, tant que possible, c'est adéquat d'utiliser en fait une table horizontale où tout le monde peut manipuler autour. Ça permet d'avoir un groupe qui entoure complètement l'interface, et sachant que les objets, quand on les prend, on peut les tourner dans son sens. Donc ça veut dire qu'une personne tout seule va tourner la lecture va se faire horizontalement dans sa direction, alors que la personne qui arrive de l'autre côté va orienter ses objets dans
dans son sens. Donc là aussi, d'un point de vue ergonomique, pour le collaboratif, c'est adapté. C'est ce qu'on voit ici avec l'exemple du Nescafé. C'est qu'on tourne la capsule et puis on a le sens de lecture à 190 degrés qui, voilà. C'est très adaptatif. Donc effectivement, c'est génial. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas que du tangible? Bien parce qu'il y a quand même le petit côté sombre. Le petit côté sombre, je vais vous en parler tout de suite. J'ai mes petits papiers. Alors c'est limitant. C'est limitant parce que déjà, quand on a un grand nombre d'objets sur la table, ça devient compliqué. À moins qu'on ait, comme un puzzle, que ce soit un objet qu'on ait personnellement chez soi, qu'on dispose tout, qu'on remballe quand on a fini. Mais quand on est dans un musée, c'est un peu compliqué de devoir faire le ménage tout le temps. Donc pour les interfaces publiques, en général, on limite le nombre d'objets, donc forcément ça limite aussi le propos et les possibilités de raconter quelque chose de compliqué. Ceci dit, c'est pas inadéquat avec le temps qu'on passe sur ce type d'interface. Quand on fait une visite de musée, c'est pas non plus pour y passer une demi-heure. Donc une fois qu'on a compris, on enchaîne. Mais c'est limitant dans le sens où on a un nombre d'objets limité. On ne peut pas forcément raconter un discours narratif, puisqu'on n'est pas dans une logique d'écran qui s'enchaîne. Donc en termes de narration, c'est pas forcément le support le plus adapté, à moins d'être dans l'onirique avec un objet qui porte le déclenchement. Quand l'objet est posé en termes de design interaction, il y reste. Donc ça veut dire que la personne, une fois qu'elle a posé son objet assiette, tant qu'elle ne comprend pas qu'il faut l'enlever pour passer à autre chose, on est conditionné à avoir un objet sur la table, donc ça bloque l'expérience. Donc là aussi, c'est pas comme sur un écran tactile où au bout d'un certain temps, on peut enchaîner, on peut passer à autre chose. Ensuite, c'est difficile de cumuler plusieurs scénarios parce qu'on est sur du tangible, et si on a plusieurs types d'objets qui devant nous correspondent pas forcément au scénario d'interaction qui est interactif avec ces objets-là, c'est plus compliqué. Par contre, par rapport aux idées reçues qui peuvent limiter la mise en place de ce type de dispositif, on s'est rendu compte que les gens ne volent pas les objets. Donc ça, c'est un frein qui est récurrent. Si on met des objets en libre circulation, à libre disposition, il faut mettre une alarme, il faut mettre une chaîne. Non, les gens, en fait, ils rangent tout bien. Donc à condition de prévoir des emplacements quand même, pour que chaque objet ait son petit emplacement pour qu'il puisse être rangé. Mais les gens sont très respectueux de ça. Et en termes de programmation, c'est mon troisième point, c'est forcément plus compliqué, puisqu'en termes de mise en page, la mise en page est conditionnée par la présence de l'objet et donc sa position. Et donc typiquement, si l'objet est dans le coin, il faut afficher le texte ici à gauche. S'il est au centre, on va l'afficher devant parce qu'on ne peut pas l'afficher derrière parce que l'objet cache le texte. Donc ça, c'est des contraintes de géométrie, des calculs géométriques de temps réel qui sont vraiment un gros casse-tête. En termes de programmation, c'est pas simple. Donc généraliser les interfaces tangibles, c'est aussi ça. Concrètement, vers un scénario d'interaction, si on a une opportunité de scénario, quelles sont les étapes pour y parvenir? Donc il faut savoir qu'aujourd'hui les technologies nous permettent de détecter un objet sur une surface à n'importe quelle position, potentiellement plusieurs objets sur la table qui sont en déplacement, donc sur l'espace 2D voire 3D, c'est possible. On détecte la présence ou l'absence de l'objet s'il s'agit d'un capteur simple de type celui qu'on a dans nos téléphones mobiles, qui est un capteur NFC qu'on utilise parfois pour payer directement avec son mobile
ou approcher un cartel ou autre. On pose l'objet sur le mobile. Donc là, on est plutôt absence-présence de l'objet, donc du déclenchement simple qui est quel est l'objet que j'ai mis sur mon mobile. La position n'importe plus à ce niveau-là. On a la rotation de l'objet dans les deux sens. Potentiellement, on peut jouer avec ça. On a la forme et la nature de l'objet associée à une fonction qui est conditionnée par la forme de l'objet porte une fonction qui, a priori, a du sens, si on veut faire les choses intelligemment. Par exemple, une montre va nous permettre de naviguer dans le temps, accélérer, ralentir, etc. La proximité entre les objets, étant donné qu'on a leur position, on peut aussi envisager de les grouper. On peut envisager la gestuelle de les déplacer rapidement, la gestuelle de la vitesse la gestuelle de les secouer ou alors les déplacer lentement. Bref, tout ça, c'est des entrées qu'on peut utiliser. En fonction de ce qu'on veut raconter, donc c'est très spécifique, je vous conseille de faire des choix, de rester simple, de conserver une seule interaction par objet, typiquement un objet il peut effectivement tourner, il peut être posé, il peut utiliser les bords, il peut être retourné dans tous les sens. Donc là mon gobelet je vais pas le faire, mais il peut être mis sur le dessus, sur le dessous, ça peut être un dé, ça peut être un objet multifonction qui fait tout mais qui au final on se retrouve avec une interface compliquée qui nécessite une pédagogie préalable pour l'utilisation. Donc je vous conseille de rester simple, de ne pas forcément vous étendre sur le nombre d'objets. Pareil. L'approche simple qui est privilégiée, si c'est possible dans le cadre d'un scénario, c'est je pose un objet, je l'enlève. Je pose un objet, je vais avoir des informations. Qu'est-ce que l'objet me raconte ? Là-dessus, ça va de soi. Par contre, c'est pas toujours le cas. On peut être dans des scénarios qui cherchent à expliquer des notions complexes. Et dans ce cadre-là, on a le choix entre une approche expérimentale ou une approche purement didactique. L'approche expérimentale, malheureusement, j'ai pas la vidéo qui va avec, mais typiquement, c'est celle-ci. On a un groupe d'objets, on donne pas de consignes. On pense en tant que designer que ça va faire sens immédiatement. Et là, en ce qui concerne cette interface boîte animaux, qui est cet instrument de musique dont je vous parlais tout à l'heure, ça marche assez bien. C'est-à-dire on pose un objet, on entend le son immédiatement, on voit le balayage temporel, on voit que le trait rencontre l'objet. À chaque fois que le trait rencontre l'objet, on a un son. On a vite compris qu'on a face à nous un séquenceur. Quand on manipule l'objet en hauteur, ça génère un son qui a une hauteur de note plus ou moins élevée. Donc là, pour le coup, ça marche assez bien. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. L'approche expérimentale a aussi ses défauts. Et l'expérimentation de cette approche, je vous en parlais tout de suite, via cette vidéo, qui est donc la vidéo de présentation de la fameuse interface de minéralogie dont je vous parlais tout à l'heure. Là, en termes de design, on avait cette volonté donc d'expliquer le scénario, le concept pédagogique qui est que les atomes, si on les assemble, conditionnent le minéral qu'on aura en face de nous. Donc ça, c'est vraiment la notion primaire de ce qu'on voulait expliquer. Maintenant, la première chose qui nous est venue à l'esprit, ça a été on a des minéraux, on va manipuler les minéraux. Bien sûr, on fait une table tangible, on va manipuler les minéraux, sauf que les minéraux, ils sont fragiles. On n'a pas des avatars de minéraux, ça ne fait pas beaucoup de sens. Donc on a choisi d'utiliser ces avatars d'atomes qui permettent de symboliser tout ça. Donc on s'est dit, on va mettre des atomes à disposition, comme les animaux en plastique. Les gens vont les poser sur la table, et puis ils vont vite comprendre que ce qu'ils obtiennent, c'est des minéraux, et que
s'ils assemblent des atomes et qu'ils les rapprochent, ça donne d'autres minéraux, etc. On s'est dit, vu qu'on a une liste de minéraux, qu'on n'en a pas qu'un, on va proposer aux gens de tourner l'objet, et puis ils vont naviguer dans une collection de minéraux, du plus simple au plus complexe. Si c'est le cas du carbone, ce sera le carbone, ensuite l'oxyde de carbone, etc. Donc c'est un sujet qui est quand même assez compliqué, la minéralogie à expliquer. Et on a vite déchanté. C'est-à-dire que les premières réactions, ça a été, ok, je prends l'objet, on a une consigne, je pose l'objet ici. On a du carbone, très bien. À aucun moment, la personne elle a eu le réflexe de tourner, alors qu'on a quand même cette petite symbolique sur le côté de la liste. On a en face de nous des consignes sur la table, autour de l'écran, on a des consignes. On a des consignes qui sont reprises en gros sur le mur d'en face, tourner, poser l'objet ici, regrouper les objets. Donc 3 schémas très simples. Et on s'est rendu compte que concrètement, les gens ne les voyaient pas en fait. Donc le principe à respecter en termes de conception d'interface tangible, c'est cibler l'affichage autour de l'objet. C'est-à-dire que la personne pose l'objet, elle regarde l'objet, elle ne regardera pas en face ce qui s'est passé, elle ne regardera pas ce qu'il y a sur le mur, etc. Donc un peu comme quand on a bu, le champ de vision se restreint à ce qui est en face de nous, la gestuelle qu'on est en train de faire. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre des notices contextuelles avec de la pédagogie contextuelle sur la manipulation à côté de l'objet. Une fois que la personne a posé l'objet, on va lui suggérer de le tourner, etc., etc. Ce qui a résolu notre problème en soi. Donc là, on est face à un objet qui est quand même complexe. On le pose, on l'enlève, on le tourne. On avait, comme je vous disais tout à l'heure, la problématique frustrante de la personne qui n'enlève pas l'objet. Donc une fois que l'objet est sur la table, elle n'a pas forcément le réflexe de l'enlever. Donc là aussi, on s'est retrouvé à sortir de l'approche expérimentale pour imposer des consignes. Donc ça a été la surprise. La surprise de cette approche. La très bonne nouvelle, par contre, ça a été l'apport du collaboratif dont je vous parlais juste avant. Et l'efficacité, la très grande efficacité de ce type d'interface finalement, qui est une boîte à outils avec laquelle on peut tout faire, mais qui n'a pas un scénario très strict, narratif, c'est-à-dire qu'on est dans une consultation d'une base de données finalement, où on peut tout faire si on a la curiosité, mais au final, si on n'est pas curieux, l'expérience se limite très rapidement à poser l'objet, l'enlever, et puis on s'en va. Donc la deuxième approche, c'est une approche purement didactique, où là on a décidé de mettre un petit écran de consigne ici en face, qui permet en temps réel de savoir ce qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'on a la consigne ici, donc on nous dit vous avez cette île, qu'est-ce que vous voulez en faire? Vous avez le choix entre un port, un lotissement et une zone d'habitation, un parking, etc. etc. Enlever cet objet si vous passez à la suite. Donc là, on a une zone didactique qui est très claire, qui fait que ça, et qui est tout le temps au même endroit, qui fonctionne assez bien. Donc là, c'est finalement un compromis intéressant si vous voulez faire du tangible, c'est de conserver une zone didactique qui permet de maintenir un propos. Pour vous permettre d'expérimenter vous-même avec des techniques qui ne sont pas forcément compliquées, je vais vous faire un petit balayage des technos. Donc on a la reconnaissance d'image qui a été une des premières à être utilisée via des fiduciaux. Donc on voit ici ces petits symboles qu'on cache en fait sous les objets, mais qui via une caméra qui est sous la table avec un écran transparent permet de localiser les objets en permanence. On appelle ça la computer vision.
Donc ici, on a une reconnaissance de l'ordinateur du nombre de points rouges, du nombre de points noirs, du nombre de points blancs, du nombre de surfaces noires qui contiennent elles-mêmes un nombre de points blancs, etc. On a une autre techno qui se rapproche de celle de la réalité augmentée, qui est le nuage de points. Donc on reconnaît les formes et les images par caméra, c'est très compliqué. On a une techno qui est récente, qui est celle utilisée pour reconnaître des objets sur tablette, qui par des petits plots, permet, sur des surfaces infrarouges qui sont souvent utilisées sur des grands formats tactiles, où en fait on a des lasers qui balayent l'intégralité de l'écran, via des petits plots, on peut simuler la présence d'un doigt sur l'écran. Et via plusieurs plots, on peut simuler la présence de 3 doigts ou 4. Et si ça constitue une forme géométrique qui est celle justement des plots, on sait que c'est tel objet qui est sous nos doigts. Donc avec notamment de l'encre conductrice, on peut faire la même chose sur une tablette. C'est un dispositif très simple qui permet de rendre des objets interactifs sur tablette. Le RFID, donc c'est dans le domaine de la radio. On a cette réalisation qui est une table qui utilise la radio, une réalisation de l'Université de Valenciennes, qui est ici présentée au CITC, donc à Euratechnologie, qui permet de découvrir des objets, de positionner des objets sur une table. Les petits capteurs de mouvement intégrés dans des objets, ça permet, en faisant, sans forcément les détecter sur une table avec une position exacte, de savoir si on est en train de les manipuler. Donc ça permet d'agir en tant qu'interrupteur. On peut aussi avoir leur vitesse de mouvement, le type de gestuelle qu'on est en train de leur faire faire. On a une logique inversée par rapport au fait juste avant de... Pardon. Ici, en fait, on a un objet qui est communicant, qui intègre lui-même la technologie. Désolé. Ici, on a un capteur RFID en fait, qui est mono-emplacement, mais avec un badge à 10 centimes, on peut s'en sortir avec un trou dans un mobilier qui permet de détecter la présence ou l'absence d'un objet facilement pour une centaine d'euros. Donc c'est assez simple. Je vais conclure là-dessus. Donc c'est pour résumer, l'interaction tangible permet d'affirmer un propos qui est plus facile à mémoriser de par l'implication gestuelle de l'utilisateur, qui est parfois qui va jusqu'à créer l'effet waouh. Donc en termes de mémorisation, c'est assez efficace. Ça permet facilement de développer des interfaces à faible coût et qui sont potentiellement plus grandes si on utilise un vidéoprojecteur plutôt que d'utiliser du multitouch sur l'intégralité de la surface du dispositif. Et aujourd'hui, on est face à une situation qui est que la démocratisation de ce type d'interface n'a pas encore eu lieu. C'est pas comme si on avait eu une killer application qui avait été développée, qui mettait tout le monde d'accord sur la préconisation de ce type d'interface plutôt que les écrans. D'où la nécessité d'avoir des journées d'études comme celle-ci, et je vous en remercie. Donc j'espère que ça va contribuer et que ça va vous donner des idées à manipuler et faire des choses aussi avec des objets dans le monde réel.